Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre d'Ichiro Kishimi, Avoir le courage d'être heureux. On entame sans plus tarder la fin de la première partie. C'est parti. 3 ans plus tôt, le jeune homme avait été saisi d'étonnement et de doute en découvrant les idées d'Adler exposées par le philosophe, et il avait exprimé son opposition à ces dernières avec la plus vive émotion. Mais cette fois, c'était différent. Il avait maintenant une compréhension suffisante des principes de la psychologie adlérienne et, de plus, il en avait fait l'expérience concrète dans la société. On pourrait même dire que, dans le sens où il disposait d'une expérience de terrain, c'est lui qui en avait appris le plus. Cette fois, le jeune homme avait un plan précis. Ne pas me concentrer sur l'abstrait, mais sur le concret. Pas sur la théorie, mais sur la pratique, et non pas sur les idéaux, mais sur la réalité. C'est ce que je veux savoir, et aussi où se situent les points faibles d'Adler. Le respect, c'est voir une personne telle qu'elle est. Le philosophe, concrètement, par où devrions-nous commencer ? Quand l'éducation, le coaching et le soutien se fixent comme objectif l'autonomie, où se situe le point d'entrée ? Certes, cela peut être un sujet de préoccupation, mais il y a des lignes directrices claires. Le jeune homme, je suis tout oui. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est le respect. Le respect ? Oui, en matière d'éducation, aucun autre point d'entrée n'est possible. Voilà de nouveau une réponse surprenante. En d'autres termes, ce que vous dites signifie respecter vos parents, respecter vos professeurs et respecter votre patron ? Non. Tout d'abord, par exemple, dans une classe, tu dois respecter les enfants. Tout commence là. Je dois respecter ces enfants qui ne sont pas capables de se taire et d'écouter quelqu'un ne serait-ce que 5 minutes ? Oui, il peut s'agir d'une relation entre parents et enfants et ou au sein d'une entreprise, mais cela n'a pas d'importance. Il en va de même dans n'importe quel type de relation interpersonnelle. Au départ, le parent respecte l'enfant et le patron respecte ses salariés. Les rôles sont tels que la personne qui se tient côté enseignant respecte la personne qui se tient côté enseigné. Sans respect, aucune bonne relation interpersonnelle ne pourra s'établir et sans de bonnes relations, nos paroles n'atteindront personne. Êtes-vous en train de dire que je devrais respecter chaque enfant à problème ? Oui, parce qu'à la base, il y a le respect des personnes. Le respect d'une personne ne se limite pas à des personnes spécifiques, mais il s'étend à d'autres personnes de tout type, depuis la famille et les amis jusqu'aux passants inconnus, et même jusqu'aux personnes vivant dans d'autres pays et que nous ne rencontrons jamais de notre vie. Ah, encore un cours de morale ou de religion ? Eh bien, je dois dire que vous m'offrez une belle opportunité. Il est vrai que la morale est inscrite au programme de l'enseignement scolaire et qu'elle y occupe une telle place. Je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ces valeurs. Mais considérez ceci. Pourquoi est-il même nécessaire de sensibiliser les enfants au sujet de la moralité ? Parce que les enfants sont des êtres immoraux par nature, comme tous les humains. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le respect des personnes ? Regardez. En vous, comme en moi, au plus profond de nos âmes, flotte la puanteur repoussante et putride de l'immoralité. Vous faites des sermons sur ce qui est moral à des gens immoraux. Je cherche la moralité. C'est vraiment de l'ingérence et pas moins que de la force. Les choses que vous affirmez sont truffées de contradictions. Je le répète, votre idéalisme n'aura aucun effet dans une situation réelle. Et d'ailleurs, comment voulez-vous que je respecte des enfants à problème ? Dans ce cas, je vais le répéter, moi aussi. Je ne prêche pas la morale. Et ensuite, l'autre aspect est que, surtout lorsqu'il s'agit de gens comme toi, je dois leur faire connaître le respect et leur enseigner à le pratiquer réellement. Bon, j'en ai déjà assez. Je ne veux pas entendre de théories creuses qui puent la religion. Je vous demande des exemples concrets et réalisables demain. Qu'est-ce que le respect ? En voici une définition. Le respect désigne la capacité de voir une personne telle qu'elle est, d'être conscient de son individualité unique. Ce sont les mots d'Erich Fromm, psychologue social qui a quitté l'Allemagne pour l'Amérique afin d'échapper à la persécution nazie à peu près au même moment qu'Adler. La capacité d'être conscient de son individualité unique ? Oui, on voit cette personne qui est irremplaçable et tout à fait unique au monde, telle qu'elle est. De plus, Fromm a ajouté « Le respect signifie avoir le souci que l'autre personne se développe et s'épanouisse telle qu'elle est. » Je ne comprends pas. Il s'agit de ne pas essayer de changer ou de manipuler l'autre personne qui est juste là, devant vous. Acceptez cette personne telle qu'elle est, sans poser de conditions. Il n'y a pas plus grand respect que cela. Alors, si l'on est accepté par autrui,
tel que l'on est, on est susceptible d'acquérir un grand courage. Et le respect peut aussi être considéré comme le point de départ de l'encouragement. Pas du tout, ce n'est pas le respect que je connais. Le respect est une sorte d'émotion qui s'apparente à la nostalgie, une sorte d'imploration pour que l'on puisse se montrer à la hauteur. Non, ce n'est pas du respect, mais de la peur, de la subordination et de la foi. C'est un état dans lequel on craint le pouvoir et l'autorité et où on vénère de fausses représentations sans rien voir de l'autre personne. Le latin respicio, qui est la racine du mot respect, possède la connotation de voir. Tout d'abord, on voit la personne telle qu'elle est. Tu n'as encore rien vu et tu n'as pas non plus tenté de voir. Accorde de la valeur à la personne telle qu'elle est, sans lui imposer ton propre système de valeurs. De plus, aide-la à grandir ou à progresser. C'est précisément ce qu'est le respect. Dans l'attitude consistant à essayer de manipuler ou de corriger une autre personne, il n'y a aucun respect. Alors, si je les accepte tels qu'ils sont, est-ce que ces enfants turbulents changeront ? Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ils changeront peut-être et peut-être pas. Mais grâce à ton respect, chacun des élèves s'acceptera tel qu'il est et retrouvera le courage d'être autonome. Cela ne fait aucun doute. Et c'est à chaque élève de choisir s'il fera ou non usage de son courage retrouvé. C'est donc cela la séparation des tâches. Exactement, tu peux les amener jusqu'à l'eau, mais tu ne peux pas les faire boire. Peu importe à quel point tu es doué comme éducateur, rien ne garantit qu'ils changeront. Mais c'est précisément parce qu'il n'y a pas de telle garantie que l'on a un respect inconditionnel. Tout d'abord, tu dois commencer. Sans fixer aucune condition et quels que soient les résultats escomptés, c'est toi qui fais le premier pas. Mais de cette manière, rien ne changera. Dans ce monde, aussi puissant que l'on soit, il y a deux choses qu'on ne peut pas forcer. Lesquelles ? Le respect et l'amour. Par exemple, disons que la personne au sommet de la hiérarchie d'une entreprise est un terrible despote. Les employés suivront assurément ses ordres et ils afficheront probablement un comportement obéissant. Mais c'est une soumission basée sur la peur, sans un iota de respect. Il pourra crier « Respectez-moi », mais aucun d'entre eux ne s'y pliera. Dans le cœur, ils s'éloigneront de plus en plus de lui. En effet, je suis certain que c'est ce qu'ils feraient. En outre, s'il n'y a pas de respect mutuel, il n'y a pas non plus de relation en tant qu'être humain. Une organisation comme celle-là ne fait qu'assembler des groupes d'humains pour fonctionner comme s'ils étaient ses écrous, ses boulons et ses engrenages. Elle peut effectuer un travail comparable à celui d'une machine, mais personne d'autre ne peut faire le travail humain. Bon, assez de bavardage. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que je ne suis pas respecté par mes élèves et que c'est la raison pour laquelle ma classe devient incontrôlable ? Si la peur est présente, même durant un court moment, il est peu probable qu'il puisse y avoir du respect. Il est naturel que la classe devienne incontrôlable. Tu es juste resté les bras croisés pendant que cette situation se développait, et maintenant tu as recours à des mesures autoritaires. Tu utilises le pouvoir et la peur pour tenter de leur faire faire ce que tu veux. Tu espères peut-être que ce sera efficace pendant un certain temps, peut-être même te sentiras-tu soulagé par le fait que maintenant ils aient l'air de vraiment t'écouter. Cependant, ils n'écoutent pas un seul mot qui sort de ma bouche. C'est exact, les enfants ne t'obéissent pas, ils ne font que se soumettre à l'autorité, ils ne consacrent pas la moindre pensée à te comprendre, ils se bouchent les oreilles et ferment les yeux, attendant que la tempête de ta colère passe. Vous avez vraiment mis le doigt sur le problème. Tu tombes dans ce cercle vicieux parce que tu ne fais pas le premier pas consistant à respecter toi-même tes élèves, à les respecter inconditionnellement. Ainsi, comme j'ai échoué à effectuer ce premier pas, il n'y a rien que je puisse faire pour parvenir jusqu'à eux. C'est exact. Tu as crié dans le désert, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent t'entendre. D'accord, j'ai compris. Il me reste encore tellement de points à réfuter, mais je vais accepter cela pour le moment. Maintenant, supposons que votre approche soit la bonne et qu'en effet les relations soient construites sur la base du respect. Dans ce cas, comment montre-t-on son respect ? Vous n'êtes pas en train de me dire d'afficher un sourire agréable et de dire « je te respecte, n'est-ce pas ?» Le respect n'est pas quelque chose qui se témoigne avec des mots. Et chaque fois qu'un adulte essaie d'amadouer les enfants de cette manière, ces derniers détectent rapidement le mensonge ou le calcul.
Dès qu'il pense, cette personne ment, le respect n'est plus possible. Très bien, très bien. Vous avez à nouveau mis le doigt sur le problème, mais finalement, que me conseillez-vous de faire ? Parce qu'en réalité, la manière dont vous parlez de respect, en cet instant, recèle une contradiction majeure. Ah bon ? De quelle contradiction s'agit-il ? Il faut commencer par le respect, a déclaré le philosophe, précisant que ce n'est pas seulement l'éducation qui se construit sur la base du respect, mais toutes les relations interpersonnelles. Certes, on ne prête pas beaucoup d'attention aux paroles des personnes qu'on ne respecte pas. Le jeune homme était d'accord avec certains aspects du raisonnement du philosophe, mais l'argument selon lequel il fallait respecter toutes les autres personnes, l'idée que même les enfants difficiles dans sa classe et les vauriens de la société en général étaient tous dignes de respect, suscitait en lui une farouche opposition. Mais ce type a creusé sa propre tombe, il a énoncé une contradiction qui ne peut être ignorée, et cela, c'est un travail que je dois effectuer, après tout, je dois enterrer ce Socrate dans sa grotte. Le jeune homme se passa lentement la langue sur les lèvres, puis poursuivit à toute allure. Se soucier des préoccupations des autres. Le jeune homme : ne le voyez-vous pas, tout à l'heure, vous avez dit, le respect ne peut pas être forcé. Bien sûr, c'est probablement vrai, je peux accepter cet argument, mais ensuite, dans le même souffle, vous me demandez de respecter les élèves. Ah, n'est-ce pas drôle ? Vous tentez de me forcer à faire quelque chose qui apparemment ne peut pas être forcé. Si vous n'appelez pas ça une contradiction, alors qu'est-ce que c'est ? Le philosophe : il est vrai que si tu ne retiens que ces affirmations, elles peuvent paraître contradictoires. Considère plutôt les choses de la manière suivante. Le respect est un ballon qui ne te revient que de la personne à laquelle tu l'as passé. C'est comme lancer un ballon contre un mur. Si tu le lances, il te reviendra peut-être, mais rien ne se produira si tu te contentes de faire face au mur et de crier « Envoie-moi le ballon ». Il est hors de question que je vous laisse vous en tirer avec des métaphores bancales. Veuillez me donner une réponse appropriée. Si c'est moi qui lance ce ballon de respect, d'où vient-il ? Il ne sort pas de nulle part. D'accord, c'est un élément important pour comprendre et pratiquer la psychologie adlérienne. Te souviens-tu de l'expression « sentiment de communauté » ? Bien sûr, toutefois, je ne peux pas dire que je la comprenne totalement. En effet, c'est un concept assez complexe. Nous l'examinerons plus en détail une autre fois. Pour le moment, j'aimerais que tu te souviennes de l'emploi par Adler de l'expression « social interest », c'est-à-dire « intérêt social », quand il a traduit en anglais l'expression allemande originale de « sentiment de communauté ». Cet intérêt social exprime notre préoccupation pour la société, ou plus simplement, notre souci des autres personnes qui composent la société. Vous voulez dire que c'est différent dans l'original en allemand ? Oui, le terme allemand est composé de combinaisons signifiant communauté et sentiment, et je le traduis par sentiment de communauté. Eh bien, je ne suis pas particulièrement passionné par ce genre de discours académique. Que faut-il en penser ? Réfléchis un instant. Pourquoi, lorsqu'Adler a introduit cette expression de sentiment de communauté dans le monde anglophone, a-t-il choisi intérêt social au lieu de sentiment de communauté qui est pourtant plus proche de l'allemand ? Il y a ici un motif caché important. Te souviens-tu que j'ai dit que lorsqu'Adler a proposé pour la première fois le concept de sentiment social pendant sa période viennoise, nombre de ses collègues se sont éloignés de lui. Il a été combattu et ostracisé par des gens qui affirmaient que ce genre de choses n'était pas de la science et qu'il avait introduit le problème de la valeur dans le domaine généralement scientifique de la psychologie. Oui, je m'en souviens. Il est probable qu'à travers cette expérience, Adler ait bien saisi la difficulté de faire comprendre aux gens le sentiment de communauté. Alors, quand est venu le moment d'introduire ce concept dans le monde anglophone, il a remplacé sentiment de communauté par des directives comportementales basées sur la pratique réelle. Il a remplacé l'idée abstraite par quelque chose de concret. Et ces consignes comportementales concrètes peuvent se résumer par les mots « souci des autres ». Des directives comportementales ? Oui, sortir de son attachement à soi-même et avoir le souci des autres. Si l'on respecte ces lignes directrices, on arrive tout naturellement au sentiment de communauté. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez maintenant. Votre argument est de nouveau devenu abstrait. L'idée même qu'il y ait des directives comportementales pour se soucier des autres, concrètement, que doit-on faire et comment ? Ici,
il serait utile de rappeler cette situation d'Erich Fromm. Le respect signifie avoir le souci que l'autre personne se développe et s'épanouisse telle qu'elle est. Sans rien nier et sans forcer quoi que ce soit, on accepte et on valorise la personne telle qu'elle est. En d'autres termes, on protège une autre personne et on se soucie de sa dignité. Vois-tu où se situe concrètement ce premier pas ? Non, où se situe-t-il ? C'est une conclusion tout à fait logique. Il consiste à se soucier des préoccupations des autres. Les préoccupations des autres ? Par exemple, les enfants aiment jouer d'une manière qui dépasse complètement notre compréhension. Ils sont absorbés par des jouets tout à fait futiles et puérils. Parfois, ils lisent des livres qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et se plongent dans les jeux vidéo. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'en suis témoin quasiment tous les jours. De nombreux parents et éducateurs désapprouvent cela et tentent de leur proposer des choses plus utiles ou plus valables. Ils déconseillent de telles activités, confisquent les livres et les jouets et ne laissent aux enfants que ce qui a été reconnu comme ayant de la valeur. Mais bien sûr, les parents font cela pour le bien de l'enfant. Pourtant, c'est à considérer comme un manque total de respect qui ne fait qu'augmenter la distance entre les parents et les enfants, parce que cela revient à nier les préoccupations naturelles de ces derniers. Est-ce que cela signifie que je devrais recommander des loisirs vulgaires ? Dans notre position, on ne recommande rien. On ne se soucie que des préoccupations des enfants. Et c'est avant tout de comprendre à quel point leurs loisirs sont vulgaires de ton point de vue et à quel point ils le sont réellement. Teste-les toi-même et joue même avec eux à l'occasion. Et plutôt que de te contenter de jouer, profite de cette activité et apprécie-la. Si tu fais cela, les enfants auront peut-être enfin le sentiment réel d'être reconnus, de ne pas être traités comme des enfants, de se voir témoigner du respect en tant qu'être humain. Mais cela ne se limite pas non plus qu'aux enfants. C'est la première étape concrète du respect que l'on recherche dans toutes les relations humaines. Que ce soit dans les relations interpersonnelles, sur le lieu de travail, dans les relations amoureuses, dans les relations internationales ou tout autre type de relation, il nous faut nous soucier davantage des préoccupations des autres. C'est impossible, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais les préoccupations de ces enfants comprennent des choses qui sont tout simplement trop dépravées, des choses indécentes, grotesques et offensantes. N'est-ce pas notre rôle d'adulte de leur indiquer le bon chemin ? Non, ce n'est pas notre rôle. En ce qui concerne le sentiment de communauté, Adler aimait dire que ce qu'il nous faut faire, c'est voir avec les yeux d'un autre, écouter avec les oreilles d'un autre et ressentir avec le cœur d'un autre. Pardon ? En cet instant, tu essaies de voir tes propres yeux, d'écouter avec tes propres oreilles et de ressentir avec ton propre cœur. C'est pourquoi tu fais référence aux préoccupations des enfants en utilisant des mots tels que dépravés et offensants. Les enfants ne considèrent pas ces choses comme dépravées. Mais alors, que voient-ils ? Il faut commencer par comprendre cela. Non, je ne peux pas, cela me dépasse. Pourquoi ? Si nous avions le même genre de cœur et de vie. Le jeune homme. Vous avez peut-être oublié cela, mais pour ma part, je m'en souviens parfaitement. Il y a 3 ans, vous avez fait une déclaration qui ressemblait à ceci. Nous ne vivons pas dans un monde objectif, mais dans un monde subjectif auquel nous avons donné un sens. La question sur laquelle il nous faut nous concentrer n'est pas de savoir comment est le monde, mais comment nous voyons le monde. De plus, nous ne pouvons pas échapper à notre subjectivité. Le philosophe. Oui, c'est exact. Dans ce cas, dites-moi comment il pourrait être possible que nous, qui ne pouvons pas échapper à la subjectivité, nous puissions avoir les yeux d'un autre, les oreilles d'un autre, ou même le cœur d'un autre, si seulement vous arrêtiez de jouer avec les mots. C'est un point crucial. Il est vrai qu'on ne peut pas échapper à la subjectivité. Et bien sûr, on ne peut pas devenir une autre personne. Cependant, on peut imaginer ce qui apparaît dans les yeux des autres et on peut imaginer les sons que leurs oreilles entendent. Adler a fait une proposition. Commencez par vous demander « Et si j'avais le même genre de cœur et de vie que cette personne ?» En faisant cela, on devrait pouvoir comprendre que je serais probablement confronté au même genre de problème que cette personne. Et à partir de là, on devrait pouvoir en conclure que je gérerais probablement cela de la même manière. Le même genre de cœur et de vie ?
Imaginons par exemple le cas d'un élève qui ne fait jamais l'effort d'essayer d'étudier. L'interroger en disant « Pourquoi est-ce que tu n'étudies pas ?» serait une démarche totalement dépourvue de respect. Au lieu de cela, commencer par imaginer « Et si j'avais le même cœur que lui ? Et si j'avais la même vie que lui ?» En d'autres termes, on imagine ce que ce serait si on avait le même âge que cet élève, si on vivait dans le même foyer, si on avait les mêmes amis, les mêmes intérêts et préoccupations. En procédant de la sorte, on devrait être en mesure d'imaginer quelle sorte d'attitude ce moi adopterait face à la tâche de ses études ou pourquoi ce moi refuserait d'étudier. Sais-tu comment s'appelle ce genre d'attitude ? L'imagination ? Non, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est ce que vous appelez imaginer avoir le même genre de cœur et le même genre de vie qu'une autre personne. Oui, ce que l'on considère généralement comme de l'empathie est le fait d'être d'accord avec l'opinion d'une autre personne et de partager ses sentiments. Or ça, ce n'est que de la sympathie et non de l'empathie. L'empathie est une compétence, une attitude qui consiste à marcher côte à côte avec une autre personne. Une compétence, l'empathie est une compétence. C'est exact. Et comme il s'agit d'une compétence, c'est quelque chose que toi aussi tu peux acquérir. Ah! Eh bien voilà qui est intéressant. D'accord. Alors je vous prie de l'expliquer en tant que compétence. Comment peut-on connaître le cœur et la vie d'une autre personne, ou peu importe comment vous l'appelez, en intervenant comme conseiller auprès de chaque personne, une par une ? Il n'y a aucun moyen d'apprendre de telles choses. C'est justement pour cela qu'on se soucie des préoccupations des autres. Il ne faut pas seulement observer de loin, il faut y plonger soi-même. Tu te contentes de te tenir à un endroit plus élevé sans jamais plonger et de faire des remarques telles que « il n'y a pas moyen de faire ceci » ou « il y a une telle barrière ». Il n'y a aucun respect là-dedans et aucune empathie non plus. Mais pas du tout, vous vous trompez, c'est totalement faux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le courage est contagieux et le respect l'est aussi. Le jeune homme ? Évidemment, si je me mettais à courir après un ballon avec mes élèves, ils m'apprécieraient peut-être davantage. Cela pourrait leur faire bonne impression et leur inspirer un sentiment de proximité. Mais si je me rabaisse au niveau d'un ami pour ces enfants, les éduquer sera encore plus difficile. C'est triste à dire, mais ces enfants ne sont pas des anges. Ce sont des petits démons qui, à la seconde où je me montrerais un peu plus indulgent avec eux, profiteraient de moi et se sentiraient tout-puissants. Puis, ils deviendraient totalement incontrôlables. Vous vous complaisez dans un fantasme avec des anges qui n'existent même pas dans ce monde. J'ai moi-même élevé 2 enfants, et beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu s'adapter à l'éducation scolaire viennent ici en quête de conseils. Comme tu l'as dit, les enfants ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Cependant, précisément parce qu'ils sont des êtres humains, nous devons leur témoigner le plus grand respect. Nous ne les méprisons pas, nous ne les regardons pas non plus de haut, ni ne les flattons. Nous interagissons avec eux sur un pied d'égalité et nous avons de l'empathie pour leurs intérêts et leurs préoccupations. Je suis navré, mais invoquer cette raison pour les respecter ne me semble pas convaincant. En fait, ce que vous entendez par les respecter, c'est simplement flatter leur ego, n'est-ce pas ? C'est exactement le genre d'idée qui est dégradante pour les enfants. Il semble que tu aies à peine compris la moitié de ce dont je te parle. Je ne cherche pas à obtenir un respect à sens unique de ta part. Je veux plutôt que tu enseignes le respect à tes élèves. Leur enseigner le respect ? Tout à fait. Par le biais de ta pratique personnelle, montre ce qu'est de témoigner du respect. Montre-leur comment construire le respect, cette pierre angulaire d'une relation interpersonnelle, et fais-leur voir ce que peut être une relation basée sur le respect. Comme Adler nous l'a dit, la lâcheté est contagieuse et le courage l'est aussi. Naturellement, le respect devient lui aussi contagieux. Le courage et le respect sont contagieux. Oui, cela commence par toi. Même si personne ne te comprend ou ne te soutient, c'est toi qui dois d'abord porter le flambeau, faire preuve de courage et de respect. Ta torche n'éclairera tout au plus que quelques mètres autour de toi. Il pourra te sembler que tu es tout seul sur une route nocturne déserte, mais la lumière que tu portes atteindra les yeux d'autres personnes à des centaines de mètres. Elles sauront alors que quelqu'un est là, qu'il y a une lumière et qu'il y a un chemin, si elles s'en approchent. Finalement, des dizaines puis des centaines de lumières se rassembleront autour de toi.
des lumières diffusées par des dizaines et des centaines de tes semblables. Quelle sorte d'allégorie est cela? Je suppose que ce que vous voulez dire, c'est le rôle qui nous est confié, à nous les éducateurs, est de respecter les enfants, de leur montrer ce qu'est le respect et de les amener à apprendre le respect. Ai-je bien compris? Oui, c'est précisément là que réside le premier pas, non seulement dans l'éducation, mais dans toutes les relations interpersonnelles. Pas question, je me fiche du nombre d'enfants que vous avez élevés ou du nombre de personnes que vous avez conseillées ici, parce que vous êtes un philosophe qui est resté enfermé dans son bureau. Vous ne savez rien de la société ou de l'école dans le monde moderne réel. Écoutez, ce que les gens attendent de l'éducation scolaire et ce qu'ils espèrent de la société capitaliste ne sont pas des choses sur le caractère personnel ou quelque chose obscur, connaissances humaines ou autre. Les parents, les tuteurs et la société attendent des résultats concrets. Et si vous parlez de l'endroit où l'éducation se produit, alors ce que nous recherchons, c'est l'amélioration scolaire. Oui, je suppose. Peu importe à quel point leurs élèves les apprécient, les professeurs qui n'améliorent pas les résultats scolaires de ces derniers seront considérés comme inaptes à enseigner. On pourrait comparer cela à une entreprise déficitaire composée d'un groupe d'amis. En revanche, le professeur qui contribue à l'amélioration des résultats scolaires tout en ayant tous ses élèves complètement sous son emprise sera acclamé. Mais nous n'avons même pas encore abordé le problème de fond. Même les élèves qui ont été réprimandés de manière sévère et continue diront plus tard « Merci beaucoup de m'avoir dirigé de manière tellement rigoureuse à l'époque » et ils exprimeront leur gratitude. Ils reconnaîtront que c'est grâce à ce traitement tellement strict qu'ils ont poursuivi leurs études et que ma sévérité a pour ainsi dire été un fouet aimant, de sorte qu'ils iront jusqu'à me remercier. Comment expliquer cette réalité? Naturellement, je dirais qu'un tel scénario est tout à fait possible. En fait, on pourrait même le considérer comme un modèle parfait pour réapprendre les théories de la psychologie adlérienne. Ah, ainsi vous dites que c'est explicable? En gardant à l'esprit la discussion que nous avons engagée il y a 3 ans, entrons un peu plus profondément dans la psychologie adlérienne. Il y a beaucoup de constatations à faire dans ce domaine. Le sentiment de communauté est concept clé de la psychologie adlérienne, mais il est aussi le plus difficile à saisir. Le philosophe en parle comme voir avec les yeux d'un autre, écouter avec les oreilles d'un autre et ressentir avec le cœur d'un autre. Il ajoute que cela nécessite une compétence appelée empathie, dont la première étape consiste à se soucier des préoccupations des autres. Cela a du sens en théorie, mais est-ce la mission de l'éducateur de devenir quelqu'un qui comprenne vraiment les enfants ? N'est-ce pas simplement le philosophe qui joue de nouveau avec le langage? Le jeune homme lance un regard incisif au philosophe qui employait des mots tels que « réapprendre ». La véritable raison pour laquelle on ne peut pas changer. Le jeune homme. Voyons cela, que suis-je censé réapprendre sur Adler? Philosophe. Lorsque tu observes ton discours et ta conduite et le discours et la conduite des autres, songe aux objectifs qui y sont cachés. C'est une manière de penser fondamentale dans la psychologie adlérienne. Je sais, cela s'appelle la téléologie, n'est-ce pas? Pourrais-tu en donner une explication simple? Je vais essayer. Indépendamment de ce qui a pu se produire dans le passé, rien n'est déterminé par ce dernier. Peu importe également s'il y a eu des traumatismes, parce que les êtres humains ne sont pas motivés par des causes passées. Ils vivent selon des objectifs actuels. Supposons par exemple qu'une personne dise « Mon environnement familial était mauvais, c'est la raison pour laquelle j'ai une personnalité négative ». C'est un mensonge sur sa vie. La vérité est que cette personne a comme premier objectif de ne pas risquer d'être blessée en se liant à d'autres personnes. Et pour atteindre cet objectif, elle choisit une personnalité négative, qui ne se lie avec personne. Puis comme prétexte, pour s'être choisi une telle personnalité, elle évoque son mauvais environnement familial. C'est à peu près cela, non? Oui, voudrais-tu poursuivre, s'il te plaît? En d'autres termes, nous ne sommes pas des créatures déterminées par des événements passés. Au contraire, nous déterminons nos propres vies en fonction du sens que nous donnons à ces événements. C'est exact. Et puis, vous avez dit quelque chose du style « Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent, cela n'a aucune incidence sur la manière dont tu vas vivre ta vie à partir de maintenant. Et c'est toi, vivant, ici et maintenant, qui décide de ta propre vie. Alors, ai-je mal compris quelque chose ? Merci. Non, tu n'as fait aucune erreur.
Nous, les humains, nous ne sommes pas fragiles au point d'être simplement à la merci de nos traumatismes passés. Les idées d'Adler sont fondées sur une foi profonde dans la dignité et le potentiel humain, grâce auquel les êtres humains peuvent s'autodéterminer à tout moment. Oui, je sais cela, c'est juste que je ne parviens pas à faire abstraction du poids des causes. Il est difficile de parler de tout comme s'il s'agissait simplement d'objectifs, parce que, même si j'avais par exemple pour objectif de ne pas vouloir me lier avec d'autres personnes, il devrait y avoir quelque part des causes qui ont engendré cet objectif. De mon point de vue, cette téléologie n'est pas une vérité toute puissante, même si c'est un point de vue révolutionnaire. Très bien. Quelque chose pourrait changer grâce à ce dialogue ici, ce soir, et quelque chose pourrait ne pas changer. Parce que c'est à toi de décider et je ne te forcerai pas. Maintenant, écoute ceci comme une manière de penser. Nous sommes des êtres capables de nous autodéterminer à tout moment. Nous sommes des êtres qui peuvent choisir de nouveaux moi. Pourtant, il n'est pas si facile de se changer soi-même. On peut éprouver un fort désir de changer, mais en être incapable. Pourquoi en est-il ainsi? Quel est ton avis sur le sujet? Parce qu'on n'a pas vraiment envie de changer? Voilà qui résume assez bien la situation, et cela est également lié à la question « qu'est-ce que le changement ?» Si nous nous risquons à utiliser une expression extrême, le changement est la mort d'elle-même. La mort d'elle-même? Supposons par exemple qu'en ce moment, tu éprouves de grandes difficultés dans ta vie. Admettons que tu souhaites pouvoir changer, mais se changer soi-même, c'est renoncer au soi-même qui a existé jusqu'à présent. Cela revient à nier le soi-même qui a existé jusqu'à présent, et à ne plus jamais montrer le visage du soi-même qui a existé jusqu'à présent. Et en effet, c'est un peu comme l'envoyer dans sa tombe, parce qu'une fois que tu auras fait cela, tu renaîtras finalement en tant que ton nouveau moi. Alors, même si tu es insatisfait de ta situation actuelle, peux-tu choisir la mort? Peux-tu te précipiter dans les ténèbres sans fond? Ce n'est pas un sujet dont il est facile de parler. C'est la raison pour laquelle les gens n'essaient pas de changer et pour laquelle ils veulent se sentir en accord avec les choses telles qu'elles sont, peu importe à quel point leur vie devient difficile. C'est ainsi qu'ils finissent par vivre à la recherche d'arguments qui leur confirment qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils sont, ce qui leur permet de valider leur situation actuelle. Alors, quand une personne essaie activement de justifier ce qu'elle est aujourd'hui, quel genre de coloration penses-tu que cela donnera à son passé? En d'autres termes? Il n'y a qu'une seule réponse. En bref, elle pourrait résumer son passé en disant « J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais je m'en accommode ». Pour justifier la situation de maintenant, ou justifier aussi le passé qui était malheureux. Oui, comme les personnes que tu as mentionnées plus tôt, qui expriment leur gratitude en disant « Merci de m'avoir si durement réprimandé à l'époque », elles font tout leur possible pour justifier leur moi actuel. En conséquence, la totalité de leur passé se transforme en bons souvenirs. Pour ne pas reconnaître que leur éducation a été autoritaire, elles auront ces mots de gratitude qu'elles t'ont exprimés. Comme elles veulent penser « ça me convient », leur passé se transforme en bons souvenirs. C'est surprenant. En tant que psychologue universitaire, il me semble que c'est une piste de recherche très intéressante. Cependant, je ne peux pas être d'accord avec vos interprétations. Pourquoi, me demanderez-vous? J'en suis la preuve, parce que je ne corresponds absolument pas à ce modèle. À ce jour, j'ai encore du ressentiment envers tous les enseignants stricts et irascibles que j'ai eus au cours de mes années de collège et de lycée, et à tort ou à raison, je ne leur en suis pas reconnaissant. Il n'y a aucune chance que ma vie scolaire, que j'ai vécue comme un passage en prison, puisse jamais se transformer en de bons souvenirs. C'est probablement dû au fait que tu n'es pas satisfait de ton moi d'aujourd'hui. Que dites-vous? Je vais être plus clair. Afin de justifier un moi d'aujourd'hui, loin d'être idéal, tu peins tout ton passé de la même nuance de gris. Tu essaies de penser que c'est la faute de cette école ou parce qu'il y avait ce professeur. Et puis, tu essaies de vivre dans la potentialité. Si j'avais fréquenté l'école idéale et si j'avais eu le professeur idéal, je n'aurais en aucun cas fini de cette manière. C'est bien au-delà de toute cette grossièreté. Qu'est-ce qui vous permet de faire de telles suppositions? Peux-tu vraiment affirmer avec certitude que je fais des suppositions? Parce que la question n'est pas de savoir si quelque chose s'est produit dans le passé, mais quel sens le moi d'aujourd'hui donne à ce passé.
Retirez ces propos. Que savez-vous de moi ? Écoute, dans notre monde, le passé au véritable sens du terme n'existe pas. Il est simplement peint dans une gamme infinie de couleurs, de maintenant, chacune avec ses propres interprétations. Dans ce monde, le passé n'existe pas ? C'est exact. Le passé n'est pas quelque chose qui ne peut être retrouvé. Au contraire, c'est tout simple, il n'existe pas. Tant qu'on ne va pas aussi loin que cela, on ne peut pas s'approcher de l'essence de la téléologie. Voilà qui est exaspérant. Vous faites des suppositions et ensuite vous dites « le passé n'existe pas ». Vous lancez des contre-vérités à gauche et à droite et ensuite vous essayez de les cacher derrière un écran de fumée. Je vais m'amuser à démanteler chacune de ces contre-vérités et vous les renvoyer. Votre maintenant détermine le passé. Philosophe. Il est vrai que cet argument est difficile à accepter. Mais si tu analyses tous les faits posément, je suis certain que tu seras d'accord, parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Le jeune homme. Eh bien, on dirait que la chaleur de votre passion pour les idées vous a brûlé un bout de cervelle. Si vous affirmez que le passé n'existe pas, alors comment expliquez-vous l'histoire ? Peut-être que vos bien-aimés Socrate et Platon n'ont jamais existé ? En tout cas, c'est ce que vous insinuez, de sorte que vous allez être ridiculisé et taxé de non-scientifique. L'histoire est une grande histoire qui est continuellement manipulée par les pouvoirs en place. Et cela est toujours fait avec une grande habileté sur la base de la logique du puissant qui déclare « c'est moi qui suis le juste ». Toutes les chronologies et tous les livres d'histoire sont des apocryphes compilés dans le but de justifier la légitimité de ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. En histoire, c'est toujours le maintenant qui est le plus correct. Et chaque fois qu'une autorité est renversée, un nouveau dirigeant réécrit le passé. Mais il ne le fait que dans le but de justifier sa propre légitimité. Ainsi, le passé au sens plus élémentaire du terme n'existe pas. Mais supposons, par exemple, qu'un groupe armé d'un quelconque pays planifie un coup d'État. S'il est réprimé et que sa tentative se solde par un échec, les membres de ce groupe seront diffamés dans les livres d'histoire et présentés comme des traîtres. En revanche, si le coup d'État réussit et que le gouvernement est renversé, leur nom restera dans l'histoire comme ceux de héros qui auront combattu la tyrannie. Parce que l'histoire est toujours réécrite par les vainqueurs. Il en va de même pour nous, en tant qu'individus. Chaque personne est un compilateur d'une histoire du moi, qui réécrit son propre passé, comme il le souhaite, afin de justifier la légitimité de son moi aujourd'hui. Non, c'est différent quand il s'agit d'un individu. Le passé et la mémoire d'une personne sont du domaine des neurosciences. Restez en dehors de cela. Un philosophe dépassé comme vous n'a rien à y faire. En ce qui concerne la mémoire, pense-y sous l'angle suivant. Parmi les innombrables événements qui se sont produits dans le passé d'une personne, cette dernière ne choisit que ceux qui sont compatibles avec ses objectifs présents. Elle leur donne un sens et les transforme en souvenirs. En revanche, les événements qui vont à l'encontre des objectifs actuels sont effacés. Pardon ? Soit, je vais te donner un exemple issu de mon activité de conseil. Un jour, un homme que je conseillais s'est souvenu d'un incident qui s'était produit durant son enfance. Un chien l'avait attaqué et lui avait mordu la jambe. Apparemment, sa mère lui avait souvent dit « Si tu vois un chien errant, tiens-toi complètement immobile, parce que si tu cours, il te poursuivra. » Il y avait beaucoup de chiens qui vagabondaient dans les rues, alors un jour il a croisé un chien errant sur le bord de la route. Un ami qui marchait avec lui s'est enfui. Quant à lui, il a obéi aux instructions de sa mère, il est resté sur place, immobile, et le chien errant l'a attaqué et lui a mordu la jambe. Êtes-vous en train de dire que ce souvenir était un mensonge qu'il avait fabriqué ? Ce n'était pas un mensonge. Il a probablement réellement été mordu, mais il devait y avoir une suite à cet épisode. Après plusieurs séances de conseil, la suite de l'histoire lui est revenue. Alors qu'il s'était accroupi en raison de la douleur provoquée par cette morsure, un homme qui passait par là à bicyclette s'est arrêté, l'a aidé à se relever et l'a emmené directement à l'hôpital. Au début de sa thérapie, son style de vie, sa vision du monde était « Le monde est un endroit périlleux et les gens sont mes ennemis ». Pour cet homme, le souvenir d'avoir été mordu par un chien était un événement confirmant que ce monde est un lieu truffé de dangers. Cependant, une fois qu'il a progressivement commencé à être capable de penser « le monde est un endroit sûr et les gens sont mes amis »,
les épisodes qui soutenaient cette manière de penser ont commencé à lui revenir en mémoire. A-t-on été mordu par un chien? Ou a-t-on reçu l'aide d'une autre personne? La raison pour laquelle la psychologie adlérienne est considérée comme une psychologie de l'usage est cette dimension de pouvoir choisir sa propre vie. Le passé ne décide pas de maintenant. C'est ton maintenant qui décide du passé. Cette mauvaise personne est pauvre de moi. Le jeune homme? Donc c'est nous qui choisissons nos propres vies, nos propres passés. Le philosophe? Oui, il n'y a probablement personne qui mène une vie sans problème. Chaque personne connaît des expériences tristes et des revers et subit des traitements insupportables et de grandes déceptions. Alors, pourquoi certaines personnes qualifient-elles les tragédies qu'elles ont vécues de leçons ou de souvenirs, tandis que d'autres restent enchaînées à de tels événements et les considèrent comme des traumatismes indélébiles? Il ne s'agit pas d'être enchaîné au passé. Ce passé teinté par le malheur est quelque chose dont on a besoin. Bien que ces propos puissent sembler durs, on pourrait dire qu'on s'enivre du vin bon marché de la tragédie et qu'on tente d'oublier l'amertume d'un maintenant malheureux. Ça suffit, vous avez un sacré culot, le vin bon marché de la tragédie. Ce que vous dites n'est rien d'autre que la logique du fort, la logique du vainqueur. Vous ne connaissez pas la douleur des opprimés, vous insultez les opprimés. Pas du tout, tu te trompes. C'est précisément parce que je crois au potentiel humain que je m'oppose à l'ivresse de la tragédie. Écoutez, je n'ai jamais eu l'intention de découvrir quel genre de vie vous avez mené, mais je crois que je commence à comprendre. Au fond, sans jamais avoir connu de revers majeur, ni avoir été confronté à une situation accablante, vous êtes entré dans un monde de philosophie nébuleuse. Et c'est pourquoi vous pouvez rejeter aussi simplement les cicatrices émotionnelles des gens comme si elles étaient sans importance. C'est incroyable de s'apercevoir à quel point vous avez été privilégié. Il semble que tu aies du mal à accepter cela. Alors essayons autre chose. Il s'agit d'une colonne triangulaire que nous utilisons occasionnellement en conseil. Cela semble intéressant, s'il vous plaît, expliquez-moi. Cette colonne triangulaire représente notre psyché. De là où tu es assis en cet instant, tu ne devrais pouvoir voir que 2 de ces 3 côtés. Qu'est-ce qui est écrit sur ces côtés? Un côté dit « cette mauvaise personne » et l'autre dit « pauvre de moi ». C'est exact. La plupart des personnes qui viennent en consultation commencent par parler de l'un ou de l'autre. Elles fondent en larmes et se plaignent du malheur qui les a frappées. Ou alors, elles parlent de leur haine envers les autres personnes qui les tourmentent et de la société autour d'elles. Cela ne se produit pas seulement en consultation. Lorsqu'on parle avec sa famille et ses amis ou lorsqu'on donne une consultation, il n'est pas facile d'être conscient de ce dont on parle à ce moment-là. Cependant, en le considérant de cette manière, on s'aperçoit clairement que ce dont on parle se réduit en fait à ces 2 choses. Cela paraît familier, n'est-ce pas? Blâmer cette mauvaise personne ou plaindre le pauvre de moi. Eh bien, je suppose qu'on peut le formuler ainsi. Mais ce n'est pas de cela que nous devrions nous entretenir. Peu importe à quel point tu cherches une validation concernant cette mauvaise personne ou à quel point tu plains ton pauvre de moi, et peu importe s'il y a quelqu'un qui écoute cela, car même si tu en retires un certain réconfort temporaire, tu n'aboutiras pas à une véritable solution. Mais alors, que peut-on faire? La colonne triangulaire comporte un 3e côté, qui pour le moment est caché. Selon toi, quel genre de choses est écrit dessus? Arrêtez de tourner autour du pot et montrez-le-moi. Très bien, lis à haute voix ce qui est écrit. Le philosophe avait sorti un morceau de papier plié en une colonne triangulaire. Depuis l'endroit où était assis le jeune homme, seules 2 de ces 3 faces étaient visibles. Sur une face, on pouvait lire les mots « cette mauvaise personne » et sur l'autre « pauvre de moi ». Selon le philosophe, les doléances des personnes anxieuses finissaient toujours par être l'une ou l'autre. Le philosophe tourna lentement la colonne triangulaire avec ses doigts fins, révélant ainsi les mots écrits sur la face restante. Des mots qui ébranlèrent le cœur du jeune homme. Il n'y a pas de magie dans la psychologie adlérienne. Le philosophe, eh bien, lis-le à haute voix. Le jeune homme, que dois-je faire à partir de maintenant? Oui, c'est justement de cela qu'il nous faut nous entretenir. Que dois-je faire à partir de maintenant? Nous n'avons pas besoin de cette mauvaise personne ou de quelque chose de semblable. Nous n'avons pas non plus besoin du pauvre de moi. Peu importe à quel point tu te plains d'eux, je l'ignorerai. Vous êtes inhumain.
Je ne vais pas l'ignorer par indifférence, je vais l'ignorer parce qu'il n'y a rien dont nous devrions nous entretenir. Si j'écoutais les histoires sur cette mauvaise personne ou sur ce pauvre de moi et que je compatissais avec ton sort en disant des choses telles que « ça a dû être difficile » ou « ce n'est pas du tout de ta faute », il est vrai que tu en retirerais peut-être une consolation temporaire et tu pourrais même éprouver un sentiment de satisfaction en songeant qu'il était bon d'obtenir des conseils ou de consulter cette personne. Mais comment cela changerait-il les choses le lendemain et chaque jour qui suivra ? Ne voudras-tu pas simplement chercher encore plus de réconfort la fois suivante où tu seras blessé ? N'est-ce pas de la dépendance ? C'est pourquoi dans la psychologie adlérienne, nous parlons entre nous du « que dois-je faire à partir de maintenant ?» Mais si vous dites que je devrais réfléchir sérieusement à mon propre « à partir de maintenant », alors la condition préalable serait que je connaisse le « jusqu'à maintenant ». Non, en cet instant tu es devant moi. Il suffit de te connaître toi qui es devant moi, et en principe, il n'y a aucun moyen pour moi de connaître le toi passé. Je le répète, le passé n'existe pas. Le passé dont tu parles n'est rien de plus qu'une histoire habilement compilée par le toi maintenant. Je te prie de comprendre ce point. C'est hors de question. Vous ne faites que coller ensemble des morceaux de théorie au hasard et vous me sommez d'arrêter de pleurnicher. Vous ne faites que promouvoir la logique de l'arrogant et du fort, sans aucun égard pour la faiblesse humaine, sans même tenter de vous familiariser avec cette faiblesse. Pas du tout. Par exemple, il n'est pas rare que nous, les conseillers, nous passions simplement cette colonne triangulaire au client, et nous exprimons la requête suivante. Peu importe le sujet, tournez-la, s'il vous plaît, pour me montrer la teneur de ce dont vous allez parler. Là-dessus, beaucoup de gens choisissent de leur propre gré « que dois-je faire à partir de maintenant ?» Puis, ils se mettent à réfléchir à la substance de ce sujet. De leur plein gré ? Dans d'autres écoles de conseil, il existe des approches de type thérapie de choc qui tentent de provoquer des explosions émotionnelles en remontant loin dans le passé. Mais il n'est absolument pas nécessaire de se livrer à de telles pratiques. Nous ne sommes pas des prestidigitateurs ou des magiciens. Je le répète, il n'y a pas de magie dans la psychologie adlérienne. Une psychologie constructive et scientifique, de la connaissance humaine qui n'est pas basée sur une magie mystérieuse, mais sur le respect des personnes. C'est cela, la psychologie adlérienne. Waouh, vous recommencez à prendre des risques en employant le mot scientifique. En effet, très bien. Et je vais accepter ça pour le moment, je vais accepter ces mots. Maintenant, parlons de ce qui représente vraiment le plus gros problème à mes yeux, mon « à partir de maintenant », mon avenir en tant qu'éducateur. C'est la fin de cette première partie de ce livre assez bien manié, on va pas se mentir. Pour rappel, la première partie s'intitulait « Cette mauvaise personne et pauvre de moi ». La deuxième partie s'intitulera « Pourquoi refuser la récompense et la punition ». Qu'avez-vous pensé de cette première partie ? Pour ma part, j'aime beaucoup ce genre de dialogue dans le sens où il y a beaucoup de répondants d'objections du jeune homme et elles sont tout à fait fondées parce que c'est des questions qu'on pourrait se poser. Après, je n'ai pas... Quand je lis un livre à haute voix que j'enregistre, c'est pas évident de se concentrer tout le temps, voilà, parce que je coupe les morceaux que je me loupe, je recommence, je réenregistre. Donc voilà, je suis pas concentré comme si je le lirais moi-même posé d'à côté, donc réagir à chaud comme ça sans relire de mon côté tranquillement après, c'est assez difficile de se rappeler tout ce que j'ai lu. Mais dans les grandes lignes, j'aurais eu les mêmes objections que le jeune homme, donc je pense qu'on est un peu tous fait pareil là-dessus. Redites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision de l'éducation des enfants ? Est-ce que c'est vrai que c'est inculqué, c'est comme ça, on ne voit pas autrement, donc c'est difficile à accepter. Et pareil sur le passé, que le passé n'existe pas, par contre je trouve que c'est très bien dit ça, il ne faut pas se complaindre dans des choses du passé et avancer. Bref, redites-moi un peu tout ce que vous en avez pensé, c'est différent pour chacun de nous, on le ressent d'une manière différente chacun de nous, mais c'est très intéressant à savoir, à comprendre, et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de gens, mine de rien, même si on n'est pas d'accord avec les valeurs ou les faits du philosophe, on ne peut qu'admirer et qu'accepter cet échange, cette bienveillance entre le philosophe et le jeune homme, et en tirer des bonnes ou des mauvaises choses pour soi, mais on peut aussi prendre et laisser de côté ce qu'on n'a pas envie. Redites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant,
Je vous laisse, je vais essayer de lire la deuxième partie d'un coup, comme ça c'est vrai que c'est plus simple que de lire en plusieurs parties. Et il y aura toute la deuxième partie qui s'intitulera donc Pourquoi refuser la récompense et la punition. À la semaine prochaine, je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, si tel est le cas. À bientôt.